Monsieur Philippe, bonjour. Alors, vous êtes en charge des ODD. Quel est le point qu'on peut se faire justement, pas seulement au niveau français, mais également au niveau international, sur les avancées, pour la mise en œuvre de ces objectifs sur le développement durable à l'échéance déterminée? Merci de me donner cette occasion de parler des objectifs du développement durable. C'est vrai que les ministères des Affaires étrangères s'occupent des développements durables, au sens où ce sont eux qui ont la responsabilité de travailler sur les projets de coopération internationale. Alors vous savez que nous avons un agenda qui est un agenda ambitieux, celui de 2030, avec 17 objectifs, 170 cibles, etc. Et que certains sont bien avancés, d'autres un peu en retard, et que nous travaillons en tout cas pour faire, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au mois de septembre, un point sur l'avancement général des progrès qui ont été réalisés. Je rappelle que les ODD, ce qui fait la différence finalement avec les objectifs du millénaire pour le développement, c'est qu'ils concernent l'ensemble des pays, et que la France, par exemple, a aussi des objectifs à tenir en matière d'ODD, et qu'on voit bien que ce n'est pas toujours simple de trouver des équilibres entre ce que souhaitent les populations et ce que souhaite finalement la planète. Et effectivement, de façon globale, il s'agit justement d'implémenter des politiques dans tous les secteurs de la vie en vue justement de préserver ce qui peut avoir de commun sur la planète. Et comme vous l'avez dit tantôt, cela n'est toujours pas facile. Les pays du Sud, encore beaucoup moins, c'est-à-dire d'Afrique. Alors, comment est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement pour aider les États africains à ils ne vont forcément pas les atteindre, mais sur le plan continental ou bien même des pays, mais comment est-ce qu'on les pousse quand même, on les accompagne dans la mise en œuvre? Bien sûr, c'est l'objectif 17, des 17, celui des partenariats. Et que pour des pays qu'on appelle en développement, des pays du Sud, on voit bien d'ailleurs que les frontières bougent un petit peu, la coopération internationale est nécessaire, des financements sont nécessaires, des transferts de technologies sont nécessaires. Et c'est dans toutes les grandes conventions, que ce soit celles sur le climat, celles sur la biodiversité, celles sur la lutte contre la désertification, il y a des mécanismes de solidarité internationale qui permettent effectivement de financer ces politiques publiques dans les pays du Sud, dont l'objectif principal, je rappelle, c'est quand même de lutter contre la pauvreté, d'élever le niveau de vie, de renforcer l'accès aux services essentiels et dans le même temps d'avoir une empreinte écologique, environnementale la plus réduite possible. Donc on essaye je dirais, de bâtir un chemin de croissance qui soit plus respectueux de l'environnement. Et pour ça, on se sert des résultats des scientifiques qui maintenant ont suffisamment de recul pour, dans beaucoup de domaines, nous donner des pistes, des indications sur les solutions qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien. Faut-il continuer à croire à tous ces défis quand on sait également que l'un des succès dans le domaine, je prends le cas du changement climatique en termes de concertation, était l'accord de Paris. Et depuis 2015, tellement mis à mal pour aider, dit-on, notre planète à pouvoir réguler la température. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus encore dans la théorie? Non, je ne crois pas. Alors, merci de parler de l'accord de Paris. Moi, j'ai consacré pratiquement 2 ans de ma vie, parce que je faisais partie de l'équipe française de négociation, et je crois que ça a été vraiment un pas important. Alors après, la politique internationale dépend aussi beaucoup des politiques nationales. Mais on a quand même réussi à bâtir ce consensus qui est fondé sur des contributions déterminées au niveau national, qui permet à chacun d'apporter sa contribution. Alors c'est vrai que le dernier rapport du GIEC montre que les prévisions sont
alarmante, que l'objectif des 1,5 degré sera difficile à tenir, mais il n'est pas pour autant, je dirais, complètement désespéré. Il montre simplement que l'urgence est là pour qu'on puisse arriver à tenir ces objectifs. Il y a quelque chose qui parfois est mal compris, je crois, c'est qu'une vie sur une planète à 2 degrés ou à 3 degrés, elle est possible. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que ça va s'arrêter. Mais je dis simplement qu'elle sera différente, qu'il y aura des régions qui seront plus affectées que d'autres, que ça va provoquer des mouvements naturels de population et que donc tout ça, on peut le prévenir et c'est tout l'objectif, par exemple, des politiques d'adaptation. Hein, vous savez, une fois on travaille sur les 2 pieds, on réduit les émissions, ça c'est la première partie, ça repose d'abord sur les efforts des grands pollueurs, qui ne sont pas les pays du Sud, hein, qui sont les pays industriels. Et puis, le deuxième pied, c'est la politique d'adaptation, c'est-à-dire comment on peut faire pour assurer la vie de l'espèce humaine dans un environnement à +1, +2 degrés. Et là, il y a des choses très simples, par exemple dans le domaine de l'irrigation, où il y a des techniques qui permettent d'obtenir des rendements satisfaisants, même avec moins de pluie. Il y a un autre facteur d'adaptation qu'on voit de plus en plus, c'est la prévention des événements météorologiques majeurs. Des pluies torrentielles qui n'arrivent plus forcément dans les saisons sur lesquelles on est habitué, des inondations, des ouragans dans certains pays. Et tout ça aussi, ça se prépare et ça permet, je dirais, en anticipant, de diminuer les catastrophes. Mais ne pensez-vous pas qu'on soit déjà dans ces mesures-là? Parce que, bon, en termes de mesures d'adaptation, aujourd'hui, on observe déjà suffisamment de mouvements migratoires dû au changement de température, aux mutations de climat en fonction des différents pays, tout ça. Est-ce qu'il ne commence pas à se faire tard? Parce que, au regard justement de tous ces mouvements, et les impacts sur l'agriculture et tout cela, et une croissance démographique mondiale qui peine maintenant à se contenir en termes de ratio de vie. Vous avez raison, hein, comment dirais-je, l'urgence se fait de plus en plus forte, mais encore une fois, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le monde va s'effondrer et disparaître. Je fais partie de ceux qui, encore une fois, fondés sur la science, pensent que nous avons des moyens de ralentir cette évolution et de trouver des dispositifs qui permettent de répondre et donc aux populations de vivre soit sur place, soit à proximité. Donc moi je pense qu'il faut se servir de toute cette peur, hein, de ces transformations du climat pour justement être une incitation à agir. Et pas, je dirais, se dire que tout est perdu et qu'on arrête de travailler. Je vous prends un exemple très simple. Vous regardez par exemple l'évolution en Europe sur les véhicules électriques. Quand moi j'ai commencé, hein, j'ai quelques cheveux blancs, les véhicules électriques, il y en avait très très peu. Enfin, c'était quelques visionnaires. Aujourd'hui, vous avez vu que par exemple, l'industrie automobile, elle est contrainte à ce qu'en 2030, il n'y ait pratiquement plus que des véhicules électriques qui soient en vente. Ça, c'est des transformations profondes. C'est une petite partie, hein, les émissions des véhicules, ce n'est pas l'ensemble du phénomène, c'est une petite partie. Mais c'est pour vous montrer que l'industrie, en tout cas, elle comprend ces contraintes et donc elle est capable, là aussi, de s'y adapter en trouvant de nouvelles technologies qui nécessitent peut-être un investissement, peut-être la transformation de l'outil de production, mais qui permettent voilà, de réduire en tout cas et d'infléchir la trajectoire. Je crois que, je ne sais pas, moi ce que je retiens, c'est que la trajectoire actuelle, elle n'est pas soutenable. Et donc il faut absolument baisser nos émissions pour qu'on puisse obtenir une stabilisation du changement climatique. Et bon, vous verrez que ces jours-ci, plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l'Europe, des ONG, paraissent un peu inquiètes parce qu'au niveau européen, avec la guerre en Ukraine, on sent un repli en matière d'engagement où plusieurs pays, pour résoudre des problèmes d'offres en énergie, semblent revenir
dans du charbon. Donc, le rêve, je pense qu'il s'éloigne, Philippe. Oui, mais moi je pense que c'est conjoncturel. C'est-à-dire ce que vous dites est tout à fait vrai. L'urgence des gouvernements, c'est de répondre aux urgences. Pendant la pandémie aussi, on a traité d'abord les questions et on a dit, mais vous verrez, après, le modèle ne sera plus le même. Aujourd'hui, l'Europe a un problème, anticipe un problème de fourniture d'énergie, et notamment de gaz, à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, elle prend des mesures un peu d'urgence. Vous avez raison, on remet en place des centrales à charbon, on autorise des développements de gaz, alors qu'on a dit que les énergies fossiles, leur développement devait être limité. Mais moi, je pense que voilà, ça va durer les quelques années qu'il faut, et puis après, on reprendra une trajectoire à plus long terme. Ce sont un peu des accidents historiques. Et encore une fois, aucun gouvernement ne peut faire l'impasse de répondre à des demandes immédiates de leur population. Mais les mouvements à long terme resteront les mêmes. Je reviens en Afrique, mais les pays africains, ils tirent dessus, ils tirent sur les pays donateurs qui annoncent des montants pouvant les aider à faire face, à mettre en place même la CDN, à faire face au changement climatique dans le cadre de l'adaptation. Et certains fonds sont suffisamment annoncés. On prendra le cas du bassin du Congo, où je pense que vous en êtes au fait avec les 1,5 milliard annoncés. Et donc, il manque de lisibilité sur la mise à disposition de ces fonds. Mais pensez-vous que, justement, tout ceci demeure toujours 10 annonces et que les États africains devraient penser à autre chose et oublier les pays donateurs? Non, je pense qu'il faut qu'ils prennent les pays donateurs au mot. Et que, voilà, pour prendre le bassin du Congo, c'est vrai que ces annonces ont été importantes lors de la COP26 à Glasgow, 1,5 milliard, c'est quand même pas rien pour une région. Après, il faut bien voir la manière dont sont construites ces annonces. C'est que souvent, pour mobiliser, parce que le résultat final de ces conférences, etc., c'est d'essayer de mobiliser des financements nouveaux. Et donc on construit ces annonces financières en travaillant sur l'ensemble des instruments de financement existants. Et donc on ajoute des choses, et je le fais tous les jours à chaque conférence, ça fait partie de ce qu'on me demande. J'ajoute des dons, j'ajoute des prêts, j'ajoute des investissements privés pour obtenir un chiffre qui soit le plus gros possible. J'ajoute des engagements qui sont en cours, c'est-à-dire des projets qui ont déjà été examinés, etc., qui contribuent à l'objectif, et puis des financements nouveaux, puisque c'est toujours annoncé sur 2020, 2025, etc. Donc ce qu'on essaye de faire, et notamment ce qu'on a commencé à lancer ici à Libreville, c'est dans le cadre du suivi de la COP26, on va faire un suivi précis pour les pays du bassin du Congo, combien reçoivent-ils et par quel canal. Chaque bailleur a ses règles. Un même bailleur, par exemple la France, il y a la France, mais il y a aussi l'Agence française de développement, il y a aussi des contributions que peut faire la France à CAFI. Tout ça, ça ne contribue pas à la bonne lisibilité et à la bonne transparence. Et on va faire cet exercice. C'est les Britanniques qui président toujours la COP26 qui ont cette responsabilité. Et j'espère qu'à la COP27, on pourra faire un état d'avancement des financements. Ce que je peux vous dire, et c'est quand même un élément positif, c'est que hier nous étions en séminaire de haut niveau avec l'ensemble des ministres, les représentants des bailleurs, et que tous les bailleurs ont dit qu'ils étaient déjà pratiquement à la moitié des engagements qu'ils avaient pris à Glasgow. Donc alors qu'on est en 2022, alors que les engagements devaient aller jusqu'en 2025. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que c'est que cette moitié-là ? Qu'est-ce qu'on compte à l'intérieur? Justement, c'est ça la préoccupation, même je pense que vous avez compris l'étonnement des ministres, justement d'être surpris. Les annonces ont été faites en novembre, pendant qu'on est en train de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour les mobiliser, que lors d'une réunion qu'on annonce qu'elles ont déjà été engagées.
Alors, est-ce que quand on parle de problème de gouvernance, parce que hier, il me souvient, on a soulevé le problème de gouvernance comme conditionnalité pour la mobilisation. Ce n'est pas assez contradictoire qu'on parle de problème de gouvernance alors que des fonds déjà été annoncés et c'est une mise en place. Il n'y a pas de qui dans ce jeu est plus sérieux que l'autre. Non, je crois qu'on a un effort à faire en matière d'explication. Encore une fois, les projets de développement, et ça, moi, je le dis et je le répète à mes autorités, ce n'est pas de l'aide humanitaire. Donc, des projets de développement, ça se construit. Donc, il faut du temps, il y a un délai. Donc, quand on nous demande de faire des annonces, mais qu'est-ce que vous faites pour le bassin du Congo ? La première chose que font les bailleurs, c'est qu'ils regardent déjà les projets qui sont en cours ou qui vont sortir, qui sont en négociation. Et après, il y a des fonds additionnels. Et souvent, quand on fait l'annonce, nos partenaires des pays en développement considèrent qu'il ne s'agit que de fonds additionnels. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les choses qu'on fait déjà. Vous voyez ? Et donc, du coup, il y a, c'est vrai, vous avez raison, une ambiguïté. Et c'est ça qu'on va essayer de lever en faisant... Et ce n'est pas spécifique au bassin du Congo. Je suis aussi responsable pour la France, par exemple, de la Grande Muraille Verte pour le Sahel. Effectivement. Et là, c'est pareil. On a eu un One Planet Summit à Paris en janvier 2021 et a annoncé 12 milliards d'euros. Et à chaque fois que je vais dans les pays, les gens me disent « Oui, mais 12 milliards d'euros, c'est bien. Mais là, je suis au Burkina. Combien va au Burkina ?» Et alors, je suis obligé d'expliquer que dans ces 12 milliards, il y a de l'argent de la Banque africaine de développement, il y a de l'argent de l'Union européenne, il y a de l'argent de la GIZ, il y a de l'argent de l'AFD. Tout ça, ça contribue, mais ça n'a pas forcément l'étiquette, vous voyez, que ça compte pour ça. Oui, mais comment comprendre qu'au niveau de l'État, un ministre ou même un chef d'État s'interroge justement sur ces mécanismes financiers, alors qu'on vient le faire comprendre plus tard que cet argent était entré dans votre pays? Alors ça, c'est souvent dû à un dialogue interministériel insuffisant au niveau des États. C'est-à-dire que souvent, ces projets-là ne sont pas signés, par exemple, avec le ministère de l'Environnement, mais ils sont signés avec le ministère des Finances, ou ils sont signés avec le ministère de la Coopération internationale, vous voyez ? Et donc le ministère en charge, ici par exemple, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, et lui ne sait pas forcément que son collègue du gouvernement en charge des finances a signé un accord avec, je sais pas, la Banque mondiale, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas plus transparent quand on signe un accord de dire que cette ligne de financement que vous recevez est prise dans tel cas? En ce moment, je pense qu'il serait plus simple pour ces ministres également, ou bien pour tous ces acteurs, de faire le point. C'est vrai, et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'inviter à ces réunions, moi je suis souvent dans ces réunions internationales, vous voyez rarement des ministres des Finances des pays du Sud qui sont présents. Et donc on devrait faire ce que vous dites, c'est-à-dire dire à chaque fois, dans votre pays, on a signé cet accord avec le ministère des Finances, mais ça a trait à la protection de la forêt, ça a trait à, je ne sais pas, l'assainissement, ça a trait à ce grand projet d'infrastructure. Et ça contribuerait à la transparence et surtout à la déclinaison de cette grande annonce au niveau national. Parce qu'on a aussi des projets régionaux, et après, combien dans ces projets régionaux revient à chaque pays, ça aussi, c'est un petit peu... On peut le prendre en confusion si on prend l'agence français de développement avec déjà ces initiatives antérieures avant l'arrivée de toutes ces annonces. Elles peuvent se fondre en confusion avec justement les chiffres qui sont annoncés après. Non, vous avez raison. On a un effort à faire. Je vous donne un autre exemple. Tout ce qui est traitement de la dette, les contrats désendettement, développement, ça aussi, ça peut contribuer par exemple à la protection de la forêt, au développement de l'agriculture durable, etc. Et ce n'est pas forcément le même, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tuyaux ou d'instruments financiers, ce n'est pas forcément les mêmes guichets qui donnent cet argent. Sauf que pour le pays qui reçoit, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un montant qui a été annoncé et il aimerait savoir, et c'est tout à fait légitime, finalement, combien son pays à lui va bénéficier et pour faire quoi, où. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, et en tout cas sur la question spécifique des forêts et spécifique sur le bassin du Congo, on essaiera d'être plus précis à Sharm el-Sheikh parce que pour la première fois, les forêts ont été un peu l'oublié.
des conventions climat, comme les océans d'ailleurs. Et maintenant, on voit bien que c'est une composante essentielle pour si on veut tenir ou se rapprocher des objectifs de l'accord de Paris. Bien, la France va prendre très prochainement la tête de la facilitation pour les forêts du bassin du Congo. Alors, selon vous, quels sont les enjeux et les perspectives pour... je pense que la France revient, parce qu'elle a déjà eu à assurer la facilitation. Cette fois-ci, quels sont les enjeux pour vous? Voilà, comme on dit, on ne va pas réinventer la roue. On a eu une excellente facilitation allemande et une facilitation qui a vraiment travaillé dans des conditions difficiles. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu une petite pandémie, qu'on a eu du mal à faire on a fait des réunions par écran, enfin c'était pas simple. Et ils ont vraiment fait un très gros travail à la fois de gouvernance interne, de visibilité du partenariat, de faire des efforts pour que le partenariat travaille mieux avec CAFI, hein, qui est quand même l'instrument financier pour les forêts du bassin du Congo, mais qui ne travaille qu'avec certains pays et pas avec tous les pays de la région. Donc tout ce travail-là, on va le poursuivre et l'amplifier. On va travailler aussi et ça je l'ai dit au conseil d'administration justement de CAFI, cette initiative financière, pour qu'il y ait une meilleure appropriation locale. C'est-à-dire que les organisations de la société civile locale, elles aussi, qui veulent savoir comment tout ça se met en œuvre, puissent participer directement et pas seulement faire une évaluation du projet ex post, vous voyez, qu'il soit plus. Et puis le dernier point, c'est un sujet qui tient à cœur à la France, c'est le partenariat a organisé à Djamena au Tchad une conférence sur la transhumance. À cause du changement climatique, là aussi, les chemins de transhumance traditionnels ont complètement évolué. Et donc, les éleveurs ou les pasteurs, comme on peut les appeler parfois, descendent de plus en plus vers le sud. Et du coup, on a de plus en plus de conflits agriculteurs-éleveurs, qui ont toujours existé. Mais du coup, ils arrivent dans des zones, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Cameroun, ça existe depuis longtemps. Et donc ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut encadrer ces mouvements, faire en sorte qu'il y ait des dispositifs de résolution des conflits qui soient plus opérationnels. Ça, c'est quelque chose que nous espérons pouvoir porter pendant notre facilitation. Mais encore une fois, et en plus, on va, pour la première fois, assurer cette co-facilitation. Enfin, on s'est associé au Gabon, on va faire une co-facilitation à deux, un pays développé, un pays de la région, pour nous permettre d'être peut-être plus proches du terrain et pour reprendre vos mots, plus transparents aussi sur nos financements. Et justement, en termes de dialogue, comment est-ce que vous pensez qu'à travers cette facilitation, vous pourriez renforcer? Je pense que vous avez assisté à plus ou moins les interrogations, que ce soit de la société civile, que ce soit des ONG internationales, et ainsi que le secteur, toutes ces catégories. Est-ce que le modèle actuel qui consiste à les rassembler par collège, tel que la facilitation allemande l'a fait, devrait être celle qui va se poursuivre sur... Oui, moi je crois que c'est un bon modèle. Et finalement, vous n'en avez pas tant que ça, hein, d'organisations qui fonctionnent comme ça, avec des collèges aussi larges. Et je pense que c'est un bon modèle. Là où on a sans doute encore à progresser, c'est au niveau du dialogue local avec les organisations de la société civile locale. Parce que les organisations de la société civile internationale, les ONG, ils sont souvent même des agences d'exécution de ces projets-là, mais pas les organisations locales. Alors, elles revendiquent souvent le fait d'être au conseil d'administration de ces grandes initiatives, notamment celles qui décident de l'octroi des fonds. Pour les bailleurs, c'est un peu une difficulté parce qu'elles sont juges et parties, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'octroyer elles-mêmes des fonds, etc. Mais il doit y avoir des moyens, peut-être par des organisations régionales, vous voyez, à les associer plus. Mais franchement, j'ai l'expérience de ce type de partenariat multi-acteurs. Et celui du partenariat pour les forêts du bassin du Congo fonctionne assez bien. On peut toujours faire mieux.
leurs recommandations ne sont pas toujours prises en compte tout de suite, mais je crois qu'on peut être satisfait en tout cas de ce jeune partenariat, parce qu'après tout on a fêté ses 20 ans, donc ce n'est pas si ancien par rapport aux structures des Nations Unies. On peut être satisfait de la manière dont ça fonctionne. Au niveau justement de l'Afrique centrale, il y a l'initiative ECOFAC qui, 30 ans après, est en train de, a été et arrivé à son terme. Alors, je pense que vous connaissez ce programme. Oui. Alors, quelle lecture, parce que sur le plan européen, c'est un projet qui était porté par l'Union européenne, financé par l'Union européenne. Alors, c'est satisfaisant. Vous êtes satisfait vous pensez être satisfait de la mise en œuvre de ce programme? Oui, alors déjà on est content parce qu'effectivement l'Europe c'est une manière de mutualiser nos efforts et nous, pour les Européens en tout cas, d'avoir une meilleure distribution du travail entre nous. Donc en matière d'environnement comme en matière de développement, vous n'avez jamais un projet qui existe et qui réalise tous les objectifs. Moi j'ai coutume de dire à mes collaborateurs que quand ils me disent qu'il n'y a pas de problème sur un projet, c'est là que je commence à m'inquiéter. Parce que dans un projet, la vie, les conditions locales, les événements divers, non prévus, font toujours qu'il y a des surprises. Donc on n'a jamais une réussite à 100%, mais le bilan de ce programme est positif et j'espère qu'on pourra le continuer en équipe Europe, comme on dit, c'est-à-dire avec des financements qui viennent non seulement de la Commission, mais également des États membres. Et pour sortir, une dernière question, celle concernant les accords de partenariat volontaire PV-FLEC, qui plusieurs États au niveau qui l'ont ratifié s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore en application, et on est en train de les amener à passer à autre chose, tout comme on a amené les États à se préparer à l'arrêt. Et aujourd'hui, au moment de les implémenter, pensez-vous pas qu'à un moment, tous ces processus commencent un peu à essouffler les Africains? C'est le processus de la réforme. Je veux dire, c'est vrai qu'en Europe aussi, en France aussi, vous avez... on dit souvent un dispositif chasse l'autre, vous avez des dispositions légales et puis après vous avez un autre, je dirais, équilibre politique au Parlement, vous avez d'autres... bon, je crois déjà que le nouveau dispositif, notamment le dispositif de lutte contre la déforestation importée, il est toujours en discussion. J'ai entendu en tout cas et très fortement les inquiétudes qui ont été exprimées ici et nous allons voir comment avec... Nos collègues parlementaires à Bruxelles, on peut essayer d'assurer des transitions entre ces différents dispositifs. Parce que transition, je crois que là aussi, en matière d'environnement, c'est le bon mot. Ne pas faire de l'écologie punitive, mais accompagner des processus de transition qui soient vers des dispositifs plus vertueux. Et ça, il y a un moment d'apprentissage, vous avez raison, il y a un moment où on doit se mettre en place. Et lorsqu'on est prêt finalement et qu'on vous dit finalement non, c'est plus ça qu'il faut faire, désormais c'est autre chose, je comprends que ce soit à la fois démotivant et pas très performant. Donc on va regarder comment on peut articuler, apprendre peut-être ce qu'on peut apprendre du dispositif FLECT qui a marché et pas marché, et puis construire quelque chose qui soit à la fois ambitieux mais aussi réaliste, hein, puisque là aussi c'est le secteur privé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce secteur privé-là, c'est lui qui créera les emplois de demain. Donc on est obligé de tenir compte aussi de leurs contraintes et de leur calendrier d'adaptation aux nouvelles règles qui sont imposées.